Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire de l'année du Centre d'excellence iMind qui va tenter d'explorer les enjeux qui sont croisés entre l'épilepsie et le monde du travail en mettant en lumière à la fois les défis mais aussi les solutions possibles. La première partie s'intéressera aux liens souvent méconnus entre les troubles du neurodéveloppement et l'épilepsie, avec un rappel sur cette pathologie et ses problématiques. Ensuite, nous aborderons ensemble les défis rencontrés par les personnes qui sont des personnes avec épilepsie dans leur vie professionnelle. Il existe en effet un risque traumatique, un risque dans les transports, de discrimination vis-à-vis des collègues, etc. Nous évoquerons aussi ensemble les moyens possibles de conciliation entre la santé et l'emploi. Et ces moyens seront illustrés par le témoignage d'une personne concernée. Ce moment d'échange sera l'occasion pour nous tous de découvrir les réalités vécues par les personnes et de promouvoir des environnements professionnels plus inclusifs et mieux adaptés. Pour guider notre réflexion, nous avons deux invités. Tout d'abord, le docteur Sébastien Boulogne, qui est praticien hospitalier dans le service de neurologie fonctionnelle et d'épileptologie des Hospices civils de Lyon. Et ensuite, Victor Blot, qui est ingénieur assistant au sein de l'équipe Tiger au CRNL. Avant de leur laisser la parole, quelques mots habituels sur le déroulement de ce webinaire. Vous allez assister à une discussion d'une trentaine de minutes entre les deux intervenants. Ensuite, suivra un temps d'échange. Pendant les présentations, je vous remercie de bien garder vos micros coupés afin d'éviter les effets sonores désagréables. Si vous avez des questions pendant les présentations, vous pouvez les écrire dans le chat au fil de l'eau et elles seront posées à la fin des interventions ou alors nous vous donnerons la parole après nos deux intervenants. Pour finir, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée en ligne, nous vous demandons de bien vouloir couper également votre caméra. Vous pourrez ensuite retrouver cet enregistrement sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour vous tenir au courant de nos actualités. Et je laisse donc la parole à Sébastien et à Victor. À tout à l'heure. Bonjour Caroline, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui de l'épilepsie, notamment de la problématique épilepsie et travail, sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je m'occupe de la consultation épilepsie et travail depuis maintenant quelques années. Donc on va commencer par un rappel sur la maladie épileptique pour donner quelques repères pour ceux qui ne connaîtraient pas bien cette pathologie. Donc des mots de définition tout d'abord. Donc la maladie épileptique, c'est un trouble cérébral caractérisé par la prédisposition durable à générer des crises d'épilepsie. Mais ce qui est assez original dans la définition de cette pathologie, c'est qu'on inclut également toutes les conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et aussi sociales dans la définition de la pathologie, parce qu'on sait bien que le handicap dans la maladie épileptique n'est pas centré que sur les crises, mais bien pour tout ce qu'il y a autour. Une crise d'épilepsie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de symptômes et de signes qui sont secondaires à une activité neuronale anormale et synchronisée excessive d'un groupe de neurones du cerveau. Et on distingue deux grandes familles de types de crises d'épilepsie. Les crises généralisées où l'ensemble des deux hémisphères cérébraux est impliqué par une activité pathologique. Et les crises d'épilepsie focale où là, c'est un endroit circonscrit, une zone précise du cerveau qui est impliquée par une activité anormale. Quelques mots d'épidémiologie. Donc, l'épilepsie, c'est une pathologie qui est fréquente, hein, ça touche 0,5% de la population en général, et 30% des patients environ sont pharmacorésistants, c'est-à-dire que malgré un traitement antiépileptique bien conduit, ils continuent à faire des crises. L'épilepsie, c'est une pathologie qui peut être associée aux troubles du neurodéveloppement. À peu près 20-30% des patients souffrant d'épilepsie ont des symptômes de TDAH et 10-25% des patients, des personnes avec un trouble du spectre autistique peuvent également avoir une épilepsie associée. Il n'y a pas une, mais des épilepsies. On ne rentrera pas dans le détail, bien sûr, mais en fait, l'épilepsie, c'est une grande famille de pathologies. Dans les crises généralisées, nous avons les crises convulsives que je pense tout le monde a un peu en tête, mais on a également
Les absences épileptiques, où on a une rupture de contact isolée avec éventuellement quelques automatismes, mais où il n'y a pas forcément de chute et de manifestations motrices. On a également les myoclonies, où on a des secousses brutales, mais où les patients sont en pleine conscience. Et dans les crises focales, on a une grande diversité de symptômes qui dépendent de la zone de départ des crises, avec une distinction importante pour le retentissement sur le quotidien, c'est le fait d'avoir ou non une rupture de contact, c'est-à-dire une déconnexion de la conscience. Dans les crises temporales, on peut avoir des sensations subjectives, des automatismes gestuels, oro-alimentaires. Dans les crises frontales, elles sont volontiers à prédominance morphéique et on peut avoir des manifestations motrices. Les symptômes sont variés, mais les causes sont également variées. On a des étiologies qui sont génétiques, qui sont acquises. On a également l'âge de début qui rentre en ligne de compte pour poser un diagnostic de syndrome épileptique. Et donc, on a une très grande diversité de présentations, de pronostics, ce qui fait qu'il faut absolument avoir une approche au cas par cas de l'épilepsie du patient et de son insertion professionnelle. Enfin, quelques mots sur les comorbidités, parce qu'on sait que dans l'épilepsie, on a un peu plus de syndrome anxio-dépressif, 2 à 3 fois plus que dans la population générale. Les troubles cognitifs sont fréquents, ils peuvent être rapportés jusqu'à 50% des patients souffrant d'épilepsie. Et on a également parfois des manifestations qui ressemblent à des crises épileptiques, qu'on appelle des crises fonctionnelles dissociatives ou des crises non épileptiques psychogènes, qui sont des manifestations paroxystiques et transitoires avec différents symptômes qui peuvent être moteurs, sensoriels, cognitifs, mais qui ne sont pas dus à une activité neuronale anormale et qui sont d'origine psychologique. Il s'agit d'une dissociation paroxystique. Ça peut être associé à de l'épilepsie dans 5 à 30% des cas. Ça touche plutôt les adultes jeunes avec une prédominance féminine, avec un important proportion de patients qui ont souffert d'un psychotrauma. Quelques mots rapides sur la prise en charge. L'objectif de la prise en charge des personnes souffrant d'épilepsie, c'est améliorer leur qualité de vie et si possible avoir aucune crise avec une bonne tolérance du traitement. C'est important d'identifier et d'éviter les facteurs favorisants de crise quand il y en a, mais il n'y en a pas toujours. Le traitement médicamenteux de fond, c'est un traitement qui va éviter la survenue de crise. C'est pas un médicament qui guérit malheureusement l'épilepsie. Et il faut bien sûr prendre en charge les comorbidités qui sont associées. Et en cas de pharmacorésistance, dans certaines situations, on peut proposer des chirurgies de l'épilepsie, où on peut retirer la zone épileptogène en cas d'épilepsie focale. On peut également proposer des chirurgies palliatives de type stimulation du nerf vague. Voilà pour ce premier focus. Je vais laisser la parole à Victor pour la suite. Bien. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Euh, à tout ce que vient de vous présenter Sébastien Boulogne, euh, moi en tant que personne épileptique depuis que je suis enfant, euh, je voudrais ajouter aussi que euh, il y a une espèce d'image cliché de l'épilepsie qui est celle comme l'a dit Sébastien, des crises tonico-cloniques. Mais en fait, ça, c'est vraiment une minorité, c'est vraiment pas la majorité des personnes épileptiques qui font des crises comme ça. Euh, Dans le milieu de la recherche, on dit qu'il y a autant d'épilepsie que d'épileptiques, qu'elle est différente chez chaque patient, chaque personne qui a de l'épilepsie. Et puis, il y a en fait une chose aussi qui est lourde dans la maladie, c'est le temps de récupération après la crise, qui peut être très varié d'une personne à l'autre, et voire même pour une même personne, d'une crise à l'autre, le temps de récupération peut passer de quelques minutes à, à plusieurs heures, quoi, enfin, voire même plusieurs journées pour certains. Euh, voilà. Après, il y a aussi c'est la difficulté, une difficulté aussi avec cette maladie qui est quelque part qui est un handicap aveugle, un handicap invisible, pardon. C'est de savoir ce qu'on met sur le dos de la maladie
et ce qu'on met sur le dos de la personnalité, en fait. Parce que ça arrive à tout le monde d'oublier certaines choses, oui, de ne pas se souvenir et tout ça. Et en tant qu'épileptique, je sais que moi, personnellement, c'est toujours difficile de savoir si c'est parce que j'ai été un peu tête en l'air ou si c'est parce que je suis épileptique. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens épileptiques. Donc voilà, c'est aussi des problèmes à prendre en compte. Et puis, je voudrais ajouter aussi un moyen, c'est pas un moyen de traitement, mais d'amélioration du milieu de vie qui existe. Comme vous le voyez sur la photo, là, c'est le chien d'assistance. Les chiens d'assistance, ou plutôt, ce sont des chiens d'alerte qui sont dressés pour sentir la crise arriver avant nous, en fait. Euh, donc, il peut permettre de dire à la personne épileptique qu'une crise risque d'arriver. Et donc, ça facilite énormément la gestion de ces crises. Parce qu'une des grosses difficultés des crises, c'est quand même aussi euh, le côté aléatoire. Que quand, quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire une crise, c'est quand même difficile parce que faut toujours peser le pour et le contre, quoi. Enfin, le risque de faire une crise est-il trop important pour faire telle ou telle activité? Mais ça, c'est voilà, encore autre chose. Et donc, les chiens d'assistance, pour le moment, en France, ils ne sont dressés que par l'association Andy Chien. Et bah, c'est une association qui est reconnue d'utilité nationale. Le fait que le nombre d'épileptiques, de personnes épileptiques en France est assez, en fait, n'est pas vraiment stable. On peut trouver un certain nombre de chiffres. Certaines personnes pensent que ça monte à 700, voire 800 000 personnes 800 000 personnes en France. Alors, ça, c'est en grande partie dû aussi à la complexité du diagnostic, parce qu'il y a des personnes, des épilepsies qui vont rester quelque part invisibles, parce elles se manifesteront, les crises n'auront lieu que la nuit, et quand on est célibataire, par exemple, bah, c'est pas facile à diagnostiquer et à voir. Et donc, comme on avait annoncé initialement, je vais vous faire un petit focus sur justement les challenges qu'on peut rencontrer quand on souffre d'épilepsie pour l'insertion socio-professionnelle. Donc, quand on regarde par rapport à la population générale, les personnes souffrant d'épilepsie ont un taux de chômage et de sous-emploi qui peut être jusqu'à 2 fois plus important, et ils ont également un niveau d'études qui est plus faible. Donc, dans certaines études, on voit que cet écart a tendance à se rétrécir, mais néanmoins, il y a toujours une différence par rapport à la population générale. Quand on regarde l'âge de début de l'épilepsie, c'est ce que vous avez représenté sur cette figure, vous voyez qu'il y a beaucoup de diagnostics qui se font avant 20 ans et que l'épilepsie peut survenir à tout moment de la vie. Donc ça va avoir un impact assez différent sur l'insertion professionnelle, parce que quand l'épilepsie est présente depuis l'enfance, ben, elle va avoir un impact sur le parcours scolaire. Et à l'inverse, quand elle survient plus tard, ben, la personne est déjà insérée dans le milieu professionnel et l'épilepsie peut donc avoir un impact sur son aptitude à maintenir son activité professionnelle. Et donc tout l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre favoriser l'insertion professionnelle et le permettre dans des conditions de sécurité et de bien-être pour le travailleur et son entourage. Parce qu'en fait, la crainte principale quand on souffre d'épilepsie, c'est le risque de blessure en lien avec une crise. Donc ce surrisque, il est présent par rapport à la population générale, hein, il est estimé à peu près à plus 50%. Ce sont des blessures qui sont en majorité orthopédiques du fait de chutes. Les accidents de la route sont un autre point d'inquiétude. Il y a un surrisque qui est estimé à peu près à plus 30%.
Mais généralement, quand on regarde de manière sur les études épidémiologiques, ces accidents surviennent quand il y a un oubli du traitement ou quand il y avait un non-respect des règles d'aptitude à la conduite automobile. Et le facteur prédictif de tous ces accidents et blessures, c'est la durée de liberté de crise. Pour ces, pour ces inquiétudes de blessures et de mise en danger, il y a des réglementations dans le cadre professionnel. Certaines professions sont inaccessibles en cas d'épilepsie, même stabilisée. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, ce sont les professions de l'aviation civile, les conducteurs de poids lourds ou de train, les forces de l'ordre avec port d'armes, les pompiers, la marine marchande, les démineurs, les plongeurs professionnels. Il y a également des situations professionnelles où il peut y avoir un risque traumatique en cas de crise, notamment de crise avec rupture de contact. Et dans ce cas-là, on va faire une approche au cas par cas où on va autoriser ces activités uniquement si l'épilepsie est bien équilibrée. Donc, les situations à risque sont les situations où il peut y avoir un risque de chute, notamment le travail en hauteur non sécurisé, quand il y a des conduites d'engins dans le cadre professionnel, quand il y a besoin d'être vigilant en permanence pour surveiller le bon fonctionnement d'un process ou surveiller des personnes en situation de fragilité, et l'utilisation de machines ou d'outils dangereux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'évaluer les facteurs en lien avec l'épilepsie pour les difficultés professionnelles. Est-ce que on a une chance une crise survienne sur le lieu de travail, euh, parce qu'on a une épilepsie active, pharmacorésistante, qu'on a des facteurs déclenchants identifiés? Est-ce que les crises spécifiques du patient ont un impact sur sa capacité à agir et potentiellement pourraient avoir euh, un risque dans son activité professionnelle? Et comme l'a dit Victor, parfois c'est la période post-critique qui peut être plus gênante que la crise. Et est-ce qu'il y a un risque d'avoir une période prolongée d'incapacité de travail parce qu'on a besoin de se reposer ou qu'on est confus pendant quelques heures, voire une journée entière? Parfois, l'organisation du travail peut également poser problème. Parfois, le travail en lui-même n'est pas une difficulté, mais c'est se rendre sur son lieu de travail qui peut être difficile si on doit y aller en voiture, notamment. Les horaires de travail, la charge de travail en lien avec les difficultés cognitives, le stress peuvent être des facteurs qui peuvent décompenser l'épilepsie. Donc, il faut trouver un équilibre pour que le travail ne soit pas un facteur de décompensation de l'épilepsie. Et ensuite, il y a également les comorbidités, comme on l'avait dit en introduction. Beaucoup de patients se sentent stigmatisés du fait de leur épilepsie, ont du mal à en parler à l'entourage familial, mais également professionnel. Les troubles psychiques peuvent également avoir un impact sur la cognition, sur l'estime de soi, de même que les troubles cognitifs, où ça peut diminuer la productivité ou demander plus d'efforts, plus de fatigue pour effectuer certaines tâches. Et également, bien sûr, les effets indésirables des médicaments antiépileptiques qui sont fréquents. La majorité des patients vont avoir à un moment de leur histoire des effets indésirables du traitement. Ces effets pouvant être somnolence, effets cognitifs, troubles visuels, tremblements, qui peuvent du coup avoir également un impact sur leur activité professionnelle. Donc, comment justement on essaye de guider les patients? Donc, un des repères, c'est celui de la législation du permis de conduire, avec un arrêté qui date de mars 2022, qui fixe la réglementation. Donc, quand on a une épilepsie, si on a fait un an sans crise, on est apte à la conduite automobile. Il peut y avoir des exceptions quand on a des crises qui sont uniquement pendant le sommeil ou sans impact sur la capacité d'action, où on peut être considéré comme apte à la conduite, même si on continue à faire des crises, si elles ne sont que dans ces situations bien précises. Et donc, par extension, si on est apte à la conduite de véhicules légers, on est apte à la quasi-totalité des activités professionnelles à risque. Si l'épilepsie n'est pas équilibrée, là, ça peut être intéressant de discuter avec le médecin du travail pour avoir des aménagements. Et ce qui est parfois compliqué pour les personnes souffrant d'épilepsie, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui gravitent autour d'eux pour l'insertion professionnelle et c'est pas toujours évident de savoir se repérer. Donc, bien sûr, le médecin traitant, le neurologue, le psychiatre sont les correspondants principaux pour évaluer justement l'aptitude du travailleur à certaines activités. L'assurance maladie, ben, c'est elle qui verse ses indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. C'est elle qui décide de l'invalidité s'il y a une réduction significative et persistante de la capacité de travail.
La maison départementale des personnes handicapées attribue la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ainsi que l'allocation adulte handicapé et décide de l'orientation entre le milieu ordinaire et le milieu protégé pour l'activité professionnelle. Donc toutes ces personnes, tous ces premiers interlocuteurs, ils sont au courant de l'épilepsie. Pour ce qui concerne les acteurs de l'orientation professionnelle, donc France Travail, les missions locales, ils n'ont pas à connaître la pathologie, mais par contre, s'il y a des restrictions dans le cadre professionnel, c'est important qu'elles soient au courant pour proposer des pistes professionnelles qui soient adaptées. Donc nous, par exemple, en tant que neurologue traitant, on donne aux patients des listes d'activités professionnelles à risque pour que justement ces acteurs de l'orientation puissent proposer des postes qui correspondent à ces exigences. Le médecin du travail, donc c'est lui qui évalue si le travailleur remplit les critères d'aptitude pour son poste, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de situation à risque. Et s'il y en a, c'est lui qui peut décider d'aménagement du poste. Le recruteur et l'employeur, eux, n'ont pas à connaître la pathologie. Par contre, on peut leur signaler la reconnaissance qualité de travailleur handicapé pour justement négocier des aménagements, mais ils n'ont pas à connaître le motif de cette RQTH. Et enfin, c'est toujours utile d'avoir des collègues ou des personnes de confiance dans l'entourage professionnel au courant de l'épilepsie si la probabilité qu'une crise sur le lieu de travail survienne pour éviter les erreurs et aussi éviter que ce soit vécu comme quelque chose de stressant pour des personnes qui ne sont pas au courant. Et donc, le but de nos consultations épilepsie et travail, c'est d'aider un peu la personne souffrant d'épilepsie à naviguer entre ces différents interlocuteurs pour essayer d'avoir une approche au cas par cas. Un petit focus sur la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, c'est une reconnaissance qui est confidentielle, donc elle est propre à la personne et c'est elle qui décide de la mentionner ou non. L'intérêt, c'est que ça permet de bénéficier de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle, spécialisés dans le handicap. Ça permet de bénéficier également du dispositif d'obligation d'emploi, parce que toutes les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'avoir 6% de leur effectif avec une RQTH, et donc ça peut se faire de différentes manières. Ça permet également de solliciter des aides financières pour du matériel, pour l'aide au transport par la GFIP, par exemple, ou de faire intervenir des services d'aide au maintien à l'emploi de travailleurs handicapés. Et je repasse la parole à Victor pour son témoignage pour justement cet aspect professionnel. Oui, et c'est vrai que la RQTH, moi personnellement, c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir mon emploi au sein de l'équipe Tiger, qui est donc une équipe de recherche sur l'épilepsie. Euh, euh, j'ai pu voir aussi, à force d'en discuter et tout ça, avec beaucoup de personnes épileptiques, que la maladie, pour l'insertion, autant dans la société finalement que dans le travail, mais là on va rester surtout sur le travail, la maladie de l'épilepsie est un petit peu bloquée dans un cercle vicieux en fait. C'est qu'il y a beaucoup de fausses idées sur la maladie qui tournent. Alors, les gens en ont peur, donc les personnes épileptiques n'osent pas euh, dire qu'elles sont épileptiques, et donc on n'en parle pas, et en fait c'est un cercle vicieux parce que comme on n'en parle pas, bah, les fausses idées restent là. Je prends l'exemple, par exemple, je prends l'exemple d'avaler sa langue. Voilà. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a un risque en cas de crise d'avaler sa langue, et ça fait très peur. Sauf que c'est complètement faux. Euh, il est absolument impossible d'avaler sa langue. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté d'insertion au travail, mais en même temps, il y a la possibilité d'avoir, comme l'a dit Sébastien, d'avoir des aménagements. Et donc, ça rend pas non plus complètement inapte au travail. On peut quand même, il y a la possibilité de mettre en place
d'organiser un peu différemment les missions et voilà. Euh, il y a le problème de la honte que les gens en ont de leur maladie. C'est vrai que beaucoup de gens ont honte d'être épileptiques et en fait renforce encore ce cercle vicieux. Comme c'est un handicap invisible, bah, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme c'est un handicap invisible, et ben, on essaye de le cacher. Et comme on essaye de le cacher, les choses les idées autour de la maladie ne changent pas vraiment, quoi. Moi, Justement, personnellement, tu as réussi à en parler facilement dans ton entourage professionnel, justement? j'en ai parlé, oui, vraiment facilement, parce que je savais que c'était des gens qui connaissaient cette maladie. C'était au sein d'une équipe de recherche sur l'épilepsie. Et donc, forcément, ça m'a aidé à m'intégrer. J'ai pas eu, en fait, cette équipe de recherche, je l'ai connue en stage, en tant que stagiaire. J'étais stagiaire dans une formation. Euh, et quand il a fallu que je fasse ma demande de stage, ma lettre de motivation, à tous les autres laboratoires auxquels j'avais envoyé une lettre de motivation, j'avais dit que j'étais simplement reconnu travailleur handicapé, j'étais RQTH, mais dans ce laboratoire-là, j'ai dit clairement que je suis épileptique. Voilà. Et ça m'a permis quelque part, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui n'avaient pas une mauvaise image de, de la maladie, quoi. Enfin, qui n'avaient pas des idées fausses. Et donc qui ont pu évaluer un petit peu le parcours que j'ai eu, etc. Donc pour moi, ça a été plutôt bénéfique. Mais je vois aussi au quotidien que ça continue dans le laboratoire de me bloquer certaines activités. C'est sûr qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce que une crise avec certains produits dans les mains, ça serait trop dangereux, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que c'est une maladie qui a un impact fort et voilà. Et l'entourage, que ce soit professionnel ou personnel, je pense que a un rôle très important pour, euh, pour rendre cette maladie plus facile, quoi. Enfin, moins difficile plutôt. J'avais juste fait une petite diapo de conclusion avant, ensuite on pourra passer à la discussion. Donc, ce qu'on pourrait conseiller si des personnes souffrent d'épilepsie dans l'assistante, c'est d'abord, ben, bien sûr, optimiser la prise en charge de l'épilepsie avec le neurologue pour l'observance du traitement, identifier les facteurs déclenchants, limiter les effets indésirables des traitements, bien aborder toutes les difficultés psychologiques et cognitives, parce que parfois, si on l'aborde pas, on pourra pas creuser. Il y a des choses qui sont possibles de mettre en place. On peut faire des évaluations neuropsychologiques, mettre en place un accompagnement s'il y a des difficultés anxieuses ou dépressives associées. Il ne faut pas hésiter à transmettre toutes les informations médicales au médecin du travail. Il est tenu au secret médical et c'est lui qui peut proposer des aménagements s'il y en a. Et si on identifie un risque ou des difficultés professionnelles, ben, c'est là où le dossier MDPH pour la RQTH peut être utile et on peut essayer d'avoir une approche au cas par cas pour aménager le poste. Et comme disait aussi Victor, ben, quand on a des risques d'avoir une crise sur le lieu de travail, avoir des personnes au courant de l'épilepsie et de la conduite à tenir, ça peut permettre d'améliorer les choses. Et, et voilà. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour cette illustration parfaitement claire à la fois des difficultés inhérentes à l'épilepsie dans l'insertion professionnelle et puis à la fois sur ce qui peut être proposé de très utile pour permettre à ces personnes de s'épanouir dans le monde du travail. Alors, est-ce que certains parmi vous ont des questions et je vais vous demander de
bien vouloir lever la main. Je vais passer la parole à François-Régis Frolon, peut-être pour une première question. Oui, bonjour François-Régis. et à toutes, ou plutôt l'inverse, à toutes et à tous. Alors moi, je ne suis pas épileptique, je suis diagnostiqué autiste sans déficience et TDAH. Et pourtant, avant ces diagnostics tardifs, un psychiatre du CMP de Poncherry avait introduit le valproate de sodium, qui est donc indiqué dans le traitement de l'épilepsie pour la régulation de l'humeur. Et je vois qu'il y a Amélie Soumier qui justement est dans le et suit ce webinaire. Et voilà justement la question que je me pose, c'est pourquoi ce médicament fait pour l'épilepsie a une action positive sur les TMD. Merci à vous. Alors, je peux commencer à répondre, mais après, vous compléterez. Donc effectivement, c'est un médicament de la famille des antiépileptiques, le valproate. Donc, ça joue sur la neurotransmission. Mais il n'y a pas que des effets effectivement antiépileptiques. Il y a également des effets de régulation de l'humeur. Et c'est un traitement qu'on peut proposer également pour des patients qui souffrent des troubles de la régulation de l'humeur, comme dans la maladie bipolaire. Mais ça a également d'autres effets, hein. Les antiépileptiques peuvent être utilisés aussi à visée antalgique, à visée de prévention des crises migraineuses. Donc en fait, ce sont des molécules qui jouent sur différentes voies de la neurotransmission, mais qui peuvent aussi avoir des effets bénéfiques dans d'autres pathologies. Et le valproate peut être utilisé justement en dehors de l'épilepsie pour la régulation de l'humeur. Ouais, et puis, moi, je me permets aussi de voir que, pour compléter, les, on sait que l'humeur, en fait, joue quand même beaucoup sur l'apparition des crises, par exemple. Une personne vraiment angoissée, stressée, aura tendance à faire, chez beaucoup de personnes épileptiques, en tout cas, aura tendance à faire plus de crises que pendant une période où elle l'est beaucoup moins. Euh, et donc, c'est pour ça aussi que ces médicaments qui jouent sur qui sont en fait connus comme étant des antiépileptiques, mais ils sont antiépileptiques en jouant sur l'humeur. Enfin, quelque part, c'est un petit peu ça, quoi, pour simplifier. Mm. Alors attention, il y a aussi des antiépileptiques qui ont des effets psychiques négatifs et donc qui Ah oui, peuvent oui, oui, ça. avoir des effets indésirables sur le plan psychique et au contraire rendre plus anxieux, rendre plus triste. Donc justement, on choisit l'antiépileptique en fonction du terrain, des comorbidités du patient et on prévient bien sûr nos patients qu'il y a des risques de modification de l'humeur avec certains médicaments. C'est pas tous les antiépileptiques qui ont des effets psychiques positifs. Non, 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 pas du tout. On peut peut-être rajouter qu'il y a une vraie difficulté à prescrire dans le champ des troubles du neurodéveloppement, puisque au final, peu de molécules ont l'autorisation de mise sur le marché. Et actuellement, il y a en préparation une recommandation de la Haute Autorité de Santé sur la prescription de psychotropes dans l'autisme. Donc, on espère que cette recommandation va pouvoir répondre à un certain nombre de ces questions qui sont légitimes, hein, sur l'indication de certains traitements dans les troubles du neurodéveloppement. Alors, il y a Aude qui pose une question. Aurons-nous le support de présentation? Alors, en fait, vous retrouverez en ligne sur notre chaîne YouTube l'intégralité de la présentation de ce webinaire. Donc, vous aurez la possibilité de vous connecter. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Alors, moi, j'avais peut-être une question pour Victor. Oui. Euh, Vous avez abordé, Victor, les difficultés persistantes dans votre équipe de recherche, hein, concernant Mhm. l'épilepsie, la crainte de la manipulation de certaines substances, etc., ce qui est bien légitime. Comment, dans la vie,
je dirais, au quotidien, dans vos interactions. Comment est-ce que ça se passe avec vos collègues et comment est-ce que vos collègues, justement, perçoivent les aménagements qui vous sont proposés et finalement les différences que dont vous bénéficiez au quotidien? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous leur avez fait part de votre diagnostic? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'au contraire, vous tenez à vraiment beaucoup de discrétion par rapport à ça? Voilà, comment ça se passe? Parce que ce sont des questions qu'on nous pose souvent. Alors, pas seulement dans le champ de l'épilepsie, hein, mais dans le champ des troubles du neurodéveloppement en général. Donc, vous, quelle est votre expérience humaine, je dirais, sur le lieu de travail? Eh bien, moi, personnellement, euh, sur le plan scolaire, j'ai eu un parcours, on va dire, normal. Je me suis un petit peu entêté à vouloir avoir un parcours normal. Et une fois arrivé dans la vie active, euh, je ne pensais même pas avoir droit à des aménagements de mon poste. Ces aménagements, ils ont été proposés par mes collègues, en fait, pour se rassurer eux-mêmes, je pense aussi, de ne pas avoir à affronter la difficulté oui, de ces accidents du travail qui risquent d'arriver en cas de crise, quoi. Hein, voilà. Donc, les aménagements qui m'ont été accordés, ils sont très bien vécus par mes collègues, mais après, je peux pas, même si je suis pas sûr que ce soit comme ça dans toutes les entreprises, mais là, je pense que c'est en grande partie parce que c'est eux qui les ont demandés, quoi, finalement. Ça a été proposé, enfin, qui me les ont proposés, et voilà. Donc, je suis là, pour moi, c'est vraiment pas une difficulté. Oui, ces aménagements, ils sont vraiment pas. Et justement, Excepté, quels aménagements ont été faits? Est-ce que tu peux nous dire? bah, les aménagements, c'est par exemple que je n'ai pas le droit d'être le premier ni le dernier de l'équipe à être dans le bâtiment, ou en tout cas pas au niveau des laboratoires. Pas que tu sois seul. Pas J'ai être. pas le droit d'être seul. Voilà, je n'ai pas le droit d'être seul. Euh, quand quand je fais une manipulation, je dois toujours avoir un collègue au courant, quoi. Enfin, voilà. C'est pas des aménagements très importants, mais je vois aussi que d'année en année, mes missions, elles sont de plus en plus informatiques. Euh, je travaille de plus en plus dans mon bureau. Mes collègues, mon chef, essayent de me donner de plus en plus de missions réalisables dans mon bureau, où je ne suis pas seul. Et ça, c'est aussi des aménagements qui se font petit à petit avec mes collègues. Voilà. Et Question. oui, Ah, allez, Victor, je vous en prie. non, non, vous voulez poser une question? Oui, il y a une question dans le chat, peut-être destinée à Sébastien, avec Marianella qui souhaite en savoir plus sur le fait d'avaler la langue. À quoi ça correspond? Qu'est-ce Alors que... Ah effectivement, bah, Victor en a parlé tout à l'heure, mais c'est une légende en fait, hein, mais qui a la dent dure. Donc c'est impossible physiologiquement d'avaler sa langue. La langue, elle peut pas se retourner. Quand on fait une crise d'épilepsie, notamment une crise d'épilepsie convulsive, à la fin de la crise, il y a une respiration bruyante, une hypersalivation, et c'est pour cette raison qu'on doit mettre en position latérale de sécurité pour libérer les voies aériennes, éviter le vomissement. Mais il n'y a pas de risque que la langue se retourne et soit avalée. Et du fait de cette idée reçue, il y a beaucoup de personnes autour de la personne qui fait une crise qui veut essayer de mettre quelque chose dans la bouche, d'attraper sa langue, et en faisant ça, on risque d'induire des blessures. Donc vraiment, on peut se rassurer, avaler sa langue, c'est pas possible. Euh, donc ça ne sert à rien de vouloir mettre quelque chose dans la bouche de quelqu'un qui fait une crise. moi, j'ai suivi il y a pas très longtemps une formation au premier secours
où cette fausse idée avait été abordée. Et la personne qui nous a donné des cours nous a expliqué d'où elle venait aussi. C'est du fait que pendant une crise, il y a énormément de contractions. Tous les muscles se contractent, y compris ceux du cou. Et donc, il peut y avoir une retenue de la respiration. Ça, c'est possible. Mais de toute façon, on ne pourra rien y faire. En fait, il y a longtemps maintenant, euh, les gens voyaient quelqu'un changer de couleur, devenir tout bleu et retenir leur respiration, alors qu'ils n'avaient rien avalé, il fallait bien trouver quelque chose pour expliquer le fait que les voies aériennes étaient bouchées, les voies de respiration étaient bouchées. Et il n'y a que la langue qui a été trouvée comme explication à l'époque. Et depuis, ça persiste comme ça, quoi. Mais c'est faux. Il y a une question aussi dans le chat de Céline qui évoque de nouveaux médicaments qui viendraient du Canada avec des résultats très positifs. Est-ce que vous en savez quelque chose, Sébastien? Alors, Et médicaments après, du Canada, là, comme ça, j'aurais du mal à dire, mais les antiépileptiques sont un domaine où on a eu pas mal de nouveautés dans les dernières années. On a maintenant plus d'une vingtaine de médicaments antiépileptiques disponibles avec des mécanismes d'action différents, des profils de tolérance qui sont également différents. Donc ça nous permet voilà, d'essayer d'ajuster la prise en charge pour essayer d'avoir le meilleur équilibre entre pas de crise si on y arrive, ou en tout cas le moins de crise possible, et avoir le moins d'effets indésirables possible également. Donc il y a des effets, il y a des essais thérapeutiques réguliers. On a à peu près tous les 2 ans là des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Alors spécifiquement pour le médicament du Canada, je ne saurais pas dire, mais en tout cas c'est un domaine où on a régulièrement de nouvelles molécules à disposition. alors, il y a pas mal de questions concernant, donc peut-être plus destinées à Victor, concernant le chien d'assistance. Alors, une première question, qui peut en bénéficier? Et une seconde question, est-ce que ce chien peut venir avec vous au labo et dans votre environnement de travail? Et est-ce qu'il existe une réglementation peut-être pour euh, certains employeurs qui seraient réticents? Alors, ceux qui peuvent en bénéficier, c'est les personnes qui, qui souffrent d'une épilepsie pharmacorésistante et qui font encore régulièrement des crises. Euh, du fait que les chiens d'assistance pour l'épilepsie en France ne soient formés que par l'association Handi Chien, il y en a très peu en fait. Il y en a très peu en France. Il y en a, je crois, à peine une cinquantaine, alors que voilà, on est plus de 500 000 épileptiques, hein. Voilà. Euh, il y a il y a beaucoup de demandes pour peu de possibilités. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Voilà. Le chien d'assistance peut venir avec moi. Mon chien vient avec moi au travail, mais avant d'être formé, il m'a été demandé par l'association Andy Chien de vérifier que mon employeur et mes collègues étaient d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas eu trop de difficultés, voilà, mais c'est vrai que ça, c'est une source de problème pour certaines personnes qui ont un chien d'assistance, quel que soit le handicap. Il n'y a pas vraiment d'obligation pour un employeur. Par contre, il y a une obligation pour tout lieu public ou ouvert au public. Là, il y a une interdiction, par contre, d'empêcher une personne assistée d'un chien d'entrer. Par exemple, dans un supermarché, les supermarchés n'ont pas le droit d'empêcher mon chien de venir avec moi. Et pour ce qui est dans mon environnement au travail, les, les,
les adaptations qui ont été faites, c'est que il a le droit de venir avec moi dans mon bureau, mais pas dans les laboratoires, parce que là, ça serait trop risqué. Et donc, pour qu'il puisse être quand même, qu'il puisse quand même euh, me prévenir du risque d'arrivée d'une crise, bah, quand je vais dans le laboratoire, je fais quand même régulièrement des écarts par mon bureau. Je reste pas dans le laboratoire pendant l'intégralité de la journée, quoi. Enfin, ou pendant même pas pendant toute une demi-journée. Il faut toujours que je fasse des petits sauts par mon bureau pour que mon chien puisse me sentir. Voilà. Et sentir potentiellement une crise arriver. Voilà. Une autre question concerne les aides financières qui peuvent être sollicitées pour pouvoir proposer un certain nombre d'aménagements sur le lieu de travail. Est-ce qu'il y a des possibilités de ce côté-là? Alors oui, bien sûr. Et là, tout dépend de l'activité professionnelle. Donc ça peut être, vous avez d'avoir des machines à arrêt automatique en cas de lâchage de la machine. J'ai par exemple eu un patient qui était carreleur, qui était en stage dans une petite entreprise où ils avaient des machines un peu anciennes. Et du coup, via le dossier MDPH et la GFIP, il y a pu avoir un financement de machines qui s'arrête automatiquement quand il y a un lâchage de la machine pour garantir la sécurité. J'ai une patiente, par exemple, qui était après ces crises un peu confuses, qui était agent d'accueil et qui pouvait passer des portes battantes face à elle et se retrouver sur la rue. Donc euh, via la CARSAT, il y a pu avoir un financement d'un dispositif de fermeture de la porte qui nécessite d'appuyer sur un bouton pour éviter que les portes automatiques s'ouvrent quand elle est confuse et qu'elle se retrouve dehors. Donc voilà, on peut proposer plein de choses en fonction de l'activité professionnelle du patient. Et qui va aider à identifier les besoins de la personne de manière très spécifique, hein, comme tu peux l'aborder, Sébastien, sur le lieu de travail? Est-ce que c'est uniquement le rôle de la médecine du travail? Est-ce qu'il peut y avoir des équipes spécialisées qui vont donner leur avis? Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que dans un certain nombre de cas, c'est quand même assez complexe de faire coïncider l'épilepsie avec un travail de précision, notamment, ou avec un travail qui comporte des risques. Comment ça peut s'organiser en pratique? Hmm. Le premier interlocuteur, effectivement, c'est le médecin du travail. Donc, c'est lui qui va identifier s'il y a un risque. Et c'est vrai que les médecins du travail, ils ne sont pas forcément sensibilisés aussi bien que le neurologue à la grande diversité de sémiologie, de pronostics des épilepsies. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien qui se fasse entre le médecin du travail et le neurologue pour que le neurologue fournisse le plus d'informations sur le type précis d'épilepsie du patient et de crise euh, pour que justement on fasse une adéquation entre l'activité professionnelle et l'épilepsie spécifique du patient. Et donc, c'est pour ça que justement, on a des consultations épilepsie et travail dans certaines régions pas dans toutes malheureusement, mais quand même dans la plupart des régions, pour que justement on ait cette analyse très au cas par cas et très spécialisée pour proposer des aménagements qui correspondent aux besoins du patient. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident de trouver des correspondants qui soient bien sensibilisés à l'épilepsie dans tous les domaines. Mais les choses évoluent favorablement. On voit avec le temps quand même que de plus en plus de médecins du travail sont sensibilisés à ces problématiques, nous adressent les patients quand il y a des difficultés pour proposer des aménagements. On n'est plus dans cette ère où on contre-indiquait toute activité professionnelle aux patients souffrant d'épilepsie. Là maintenant, on est vraiment plus dans l'ère de l'aménagement. Oui, j'ai été frappée hein, par les éléments que tu donnais tout à l'heure sur les conseils de la conduite. Au bout d'un an sans crise, que les personnes puissent reconduire, c'est vrai que c'est des données qu'on n'a pas forcément. On n'est pas forcément au courant que les choses se structurent dans ce sens-là. Est-ce que je pense notamment à la conduite, ça c'est une question que nous posent régulièrement les patients.
Alors, il y a les aspects de crise, mais il y a aussi les aspects de traitement anticonvulsivants qui sont potentiellement sédatifs. Est-ce que par rapport à ça, il y a des conduites à tenir particulières en fonction je sais pas, des associations thérapeutiques, des doses prescrites? Est-ce que, au regard de la conduite, il y a des choses un peu précises? Alors, il y a effectivement un risque si le médicament antiépileptique a des effets indésirables sur le plan de la vigilance, notamment. Mais tous les médicaments antiépileptiques ont le petit pictogramme attention vigilance en cas de conduite, mais ça ne constitue pas une contre-indication. Tout est une question de cas par cas, encore une fois. C'est quand même les patients, au début de l'introduction du traitement, ils peuvent avoir des effets indésirables, mais dans le temps, ces effets indésirables vont s'estomper. Et donc, des médicaments qui peuvent avoir des effets sédatifs, dans le temps, ils l'auront moins et joueront moins sur la vigilance. Donc, pour ce qui est de la législation, elle est vraiment centrée sur la date de la dernière crise. Et peu importe qu'il y ait un traitement ou non, ce qui compte, c'est que l'épilepsie soit bien équilibrée. Après, s'il y a une problématique de vigilance, ben là, c'est au bon sens du conducteur, hein, comme pour tout le monde finalement, hein. Si on est fatigué, si on est somnolent, si on voit qu'on a du mal à maintenir son attention au volant, ben, il faut faire une pause, il faut s'arrêter ou pas conduire ce jour-là. C'est le cas pour tout le monde, mais on est particulièrement vigilant quand on a une pathologie qui peut jouer sur la- l'état de vigilance et qu'on a des traitements qui peuvent également avoir un impact. Alors, on a aussi une question sur la difficulté d'accéder à des consultations. Donc, on cite le cas de l'hôpital de Montpellier, mais je pense que c'est un petit peu le cas dans certains centres de France. Et des personnes qui ont une épilepsie n'arrivent pas à être reçues dans des consultations spécialisées. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quels conseils? Que faire quand on n'est pas reçu par un spécialiste qui connaît vraiment bien la question? Hmm. Alors effectivement, l'accès aux soins est pas toujours simple en fonction de là où on habite. Donc les neurologues sont tous formés à prendre en charge des patients souffrant d'épilepsie, mais effectivement, dans certaines épilepsies actives, pharmacorésistantes, on a besoin d'un suivi plus spécialisé. Donc le conseil, c'est d'avoir déjà un neurologue de proximité qui peut ensuite faire le lien vers un centre de référence sur tout le territoire. On a des centres de référence épilepsie rare qui sont justement là pour recevoir toutes les situations complexes. Et dans beaucoup de centres, c'est le cas chez nous, mais c'est le cas aussi de nombreux centres, on a des consultations d'épileptologie urgente où on voit les patients dans les 2, 3 semaines qui suivent le passage aux urgences maximum pour que justement il n'y ait pas d'attente trop longue entre le moment où euh, la première crise survient et le moment où on évalue les patients. Mais effectivement, c'est pas toujours simple. Mais essayez d'avoir un neurologue de proximité, libéral ou dans un centre hospitalier euh, régional qui fera le lien avec le centre de référence si besoin. Alors, une dernière question de Pauline Boiroux. Est-ce qu'il y a un site internet qui détaille les effets psychiques associés aux antiépileptiques? Parce que c'est vrai qu'on a parfois l'impression en psychiatrie que lorsqu'un antiépileptique est prescrit, parfois même des antiépileptiques qui paradoxalement peuvent être prescrits en psychiatrie, je pense notamment au valproate de sodium ou à la lamotrigine, on a quand même la possibilité d'avoir des effets secondaires psychiatriques très spécifiques. Alors, est-ce qu'il existe un site qui les recense? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de site recensant les effets négatifs spécifiquement pour les antiépileptiques. Après, c'est une information qui est connue d'un peu tous les neurologues, hein. Donc, c'est des informations qui sont pas si difficiles que ça à trouver. Mais comme l'a dit Caroline, ben, même parfois les médicaments antiépileptiques habituellement bien tolérés sur le plan psychique peuvent, chez un patient donné, avoir des effets paradoxaux ou des effets négatifs. Donc c'est vraiment du cas par cas. Des antiépileptiques sont plus fréquemment associés à des effets psychiques négatifs, donc cela on va prévenir particulièrement en amont, mais effectivement c'est possible d'en avoir avec également des molécules qui sont supposées être habituellement mieux tolérées. Mais non, désolé, j'ai pas de site qui recense tout ça.
Le troisième mercredi de chaque mois, j'organise dans le bâtiment où je travaille un groupe de parole qui est ouvert à toute personne qui aurait envie de venir en discuter, discuter de son épilepsie ou de celle d'un proche, pas obligé d'être épileptique pour venir. Et c'est de 16h30 à 19h30, voilà, où on discute. Et là, les difficultés provoquées par la maladie dans la vie de tous les jours, en fait, est pas mal abordée aussi. Et Et pour venir à ce groupe, Victor, il faut s'inscrire, il faut se il faut présenter. simplement m'envoyer un mail, oui, me dire que vous êtes intéressé de venir. Et voilà, par mail. Donc, mon mail, c'est victor.blo@cnrs.fr. Oui, c'est une super initiative. Eh bien, écoutez, il me reste à conclure ce webinaire. Un immense merci à nos deux intervenants, hein. Les échanges ont été vraiment très riches et puis on a appris beaucoup de choses et je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir, hein. L'exemple de Victor est paradigmatique d'une belle santé au travail en dépit de l'épilepsie. Donc, je trouve que c'est vraiment de nature à encourager les personnes épileptiques, les familles et puis aussi les employeurs, hein. N'hésitez pas et allez à fond dans l'inclusion. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve le vendredi 14 mars où la thématique sera encore une fois le travail, mais le travail avec un trouble du développement intellectuel. Et nous recevrons Anne Duchamp, qui est cadre supérieur de santé, et Marilyn Cos, qui s'occupe de l'association Vivre et Travailler Autrement. Voilà, à très bientôt. Au revoir.